Bonjour, alors c'était un exercice plus difficile de faire un best-of sur le même format que mon prédécesseur. Donc c'est pour ça que j'ai mis le best-of entre guillemets, parce que je ne pouvais pas vous présenter les articles sur le même débit. Donc j'ai fait des choix. Donc déjà, pour faire un premier rappel, c'est que je vais parler des déficits immunitaires primitifs, mais c'est le versant extrêmement rare du déficit immunitaire, puisqu'évidemment ce sont les déficits immunitaires secondaires, autrement dit acquis, qui sont les plus fréquents et que vous connaissez bien: le diabète, dénutrition, évidemment l'infection par le VIH, les traitements immunosuppresseurs, tout ce qui est maladie grave avec séjour prolongé, notamment en réanimation, les personnes âgées, ceux qui ont des pertes de protéines sériques aussi, ils perdent des immunoglobulines, de l'albumine, notamment via des maladies rénales, voire intestinales. Donc là, c'est vraiment le chapitre que j'aborde pas. On va parler de déficit immunitaire primitif. Et donc, ce sont des maladies rares avec un groupe extrêmement hétérogène de pathologies qui sont toutes génétiquement déterminées et dont les manifestations sont extrêmement variables. Celle qu'on connaît en général très très bien, c'est la multiplicité d'infections, de cas d'infectieux chez le cas, et puis le fait d'aller rechercher des antécédents un peu similaires dans la famille, mais il faut aussi penser à l'auto-immunité, les problèmes inflammatoires, le fait qu'il y ait eu des personnes dans la famille qui soient décédées en bas âge, que les patients aient développé ou pas des formes d'auto-immunité, d'allergie, d'inflammatoire, néoplasique. Les manifestations syndromiques, on les retrouve plus souvent chez les enfants, notamment avec le retard mental et les syndromes polymalformatifs. Mais comme vous l'avez tout en haut à droite, si vous voulez consulter, il y a le PNDS de 2022 qui s'attelle à présenter les déficits immunitaires avec comme cible les médecins de ville et d'hôpital pour que les gens puissent y penser. Donc, sinon, c'est pour votre culture savoir que les premières causes génétiques de déficit immunitaire, donc ou primitif, remontent à 1980, donc c'est assez récent. Et jusqu'à récemment, on a découvert jusqu'à 485 gènes qui pouvaient avoir des mutations qui étaient impliquées dans des déficits immunitaires primitifs. Ici, vous avez sur la droite une représentation graphique en fonction de l'âge. Tout en bas, en gris, ce sont les déficits immunitaires qu'on découvre dans l'enfance, comme les SCID, les déficits immunitaires combinés sévères. Et en bleu, ce sont les déficits immunitaires qu'on découvre plutôt chez l'adulte, comme le déficit immunitaire commun variable, par exemple. Et en violet, vous voyez que certains déficits immunitaires primitifs sont découverts à n'importe quel moment de la vie. Un exemple que vous connaissez tous avec des publications récentes, c'est le Covid, où on a pu voir qu'il y avait une grande variabilité interindividuelle avec des patients qui avaient des formes asymptomatiques jusqu'à des patients qui avaient des formes extrêmement sévères et qui avaient recours à la réanimation avec des pronostics graves à court terme. Eh bien, il y a aussi de la variation intra-individuel, où un individu à différents moments de sa vie ne va pas avoir le même profil en termes de rapport à son environnement, et il va y avoir aussi des variations interpopulationnelles et intrapopulationnelles. Donc quand on fait des analyses de ce type, on prend en compte tous ces facteurs. Et donc pour l'exemple du Covid, il y a eu des analyses faites sur les cellules du sang et des analyses faites sur le plasma. Donc ce sont des données de cytogénétique et d'analyse de séquençage d'ARN qui ont donné des résultats, ainsi que de la métabolomique et les recherches d'anticorps neutralisants. Donc ici, je vous présente le papier qui a parlé en premier de la génétique dans le Covid et qui est publié en 2020, donc grâce au consortium qui avait été mis en place dans le cadre de la pandémie. Donc il y a eu 987 cas à travers le monde dits sévères, et en comparaison, on a un groupe ici à gauche de 663 cas dits asymptomatiques. Parmi les sévères, ils ont pu montrer que 10% de ces cas pouvaient être expliqués sur le fait que ces patients avaient produit des auto-anticorps neutralisants contre l'interféron de type 1. Et à contrario, de l'autre côté, du coup, il n'y avait aucun patient. Et donc, sur le schéma ici, vous avez une petite illustration qui montre qu'en gros, les auto-anticorps, ils vont cibler l'interféron de type 1 et donc empêcher à la cellule de mettre en place son mécanisme pour pouvoir se débarrasser des particules virales. Donc, les patients avaient des fortes charges virales et du coup, avaient un pronostic vital engagé. Ici, une description de la population qui montre que ces patients qui avaient des formes très sévères étaient des patients essentiellement masculins, quasi la totalité, avec un âge autour de 65 ans, et alors que les contrôles étaient plutôt des femmes âgées de moins de 65 ans. Deuxième cas, pour ceux qui ont assisté à la session mycoparasitologie, ont dû en entendre parler par Fanny, c'est la cryptococose. Donc dans la cryptococose, il y a énormément de publications qui ont été faites dans les cas de cryptococose non VIH. Alors énormément, on n'est pas à 300 publications, on est à 5 à 10
publications, mais pour ce genre d'études, c'est beaucoup. Et donc, du coup, il y a eu 6 patients en Guyane qui avaient fait des formes sévères d'infection à cryptococcose avec des formes neuroméningées chez des personnes qui n'avaient pas l'infection par le VIH. Ici, des illustrations d'abcès au niveau pulmonaire, cérébral. Et comme vous voyez, le pathogène, il y avait du néoformans, du gâti. Et dans ce contexte-là, ils avaient établi une stratégie de recherche pour la recherche de l'étiologie. Donc évidemment, d'abord, c'était de commencer donc la colonne de gauche par tout ce qui pouvait être pathologie sous-jacente, et en premier lieu, évidemment, l'infection par le VIH, puis toutes les autres formes d'immunosuppression acquises suite au traitement, les auto-immunités, les transplantations d'organes, le diabète, la cirrhose, la splénectomie, et évidemment, comme on est en Guyane, aussi la sérologie HTLV. Et puis, pour ces patients, du coup, aucun de ces critères n'était revenu positif. Donc, il y a eu des explorations complémentaires avec en premier lieu un arbre... une analyse familiale pour rechercher, comme je vous disais, d'autres causes, notamment d'autres cas dans la famille, notamment d'infections fongiques, mais pas que, bactériennes, virales, et je vous expliquerai après pourquoi. Et on a fait un immunophénotypage lymphocytaire complet, les anticorps antinucléaires, le complément, le dosage d'immunoglobulines, tout ça qui je vais vous présenter juste après. Et dans les analyses un peu plus poussées, on peut aller jusqu'à aller explorer carrément les voies de signalisation avec les dosages des cytokines comme l'IL-12, l'interféron gamma, et aussi la recherche d'auto-anticorps anti-GM-CSF, l'expression aussi et la recherche de mutation du gène STAT1. Et quand on n'a rien à ce stade, et c'est possible, on va à la recherche. Et là, on va voir les laboratoires de recherche pour qu'ils puissent chercher des choses qu'on ne connaît pas encore, puisque tous les ans, on découvre de nouvelles mutations. Et donc, pour ces patients, sur les 6 cas, il y en a 2 qui avaient des auto-anticorps anti-GM-CSF qui pouvaient expliquer du coup leur susceptibilité à cette infection par le cryptocoque. Donc ça veut dire qu'il y a 4 cas pour lesquels on n'a pas encore d'explication à leur situation. Ici, c'est un modèle pour essayer de proposer un modèle sur comment fonctionneraient les auto-anticorps. Donc, en gros, c'est pour différentes maladies. À chaque fois, les auto-anticorps cibleraient donc des cytokines qui empêcheraient aux voies de signalisation normales du coup de se mettre en place. Et donc, on voit que c'est souvent des auto-anticorps qui interagissent qui vont interagir dans la voie de signalisation entre les cellules B, les lymphocytes B et les cellules du plasma. Et donc, pour ce qui est de la cryptococcose, ça se passe au niveau des macrophages alvéolaires, où du coup, les anticorps anti-GM-CSF vont empêcher la voie de signalisation de se faire, et donc du coup, ça va favoriser l'infection au niveau pulmonaire, et du coup, après la dissémination aussi vers les organes profonds comme le cerveau. Donc, il y a pas mal de travaux en ce moment sur l'interféron gamma et les maladies infectieuses, et un énorme travail de synthèse qui a été fait et proposé par le docteur Casanova et le docteur Laurent Abel à Imagine, où j'ai fait ma thèse. Et donc, en gros, ils ont montré que les déficits immunitaires ne sont pas liés à une seule pathologie au niveau infectieux, puisqu'on peut avoir un même impair au niveau de l'immunité qui va favoriser, qui va rendre la personne susceptible à des bactéries, des champignons, des parasites, voire des virus, pour ce qui est en tout cas de la voie de signalisation interféron gamma. Et donc ça fait que, comme vous voyez sur le schéma à droite, il y a une difficulté de communication entre le macrophage qui doit aller éduquer le lymphocyte pour pouvoir aller agir sur le lieu de l'infection. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a une susceptibilité dans ces différentes infections qui peuvent être des infections à transmission interhumaine, zoonotique, environnementale, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et ici, le meilleur exemple de cette histoire, donc c'est pas un article récent, mais il y a des données récentes que je vous montre juste après. Donc c'est pour le fameux MSMD, pour l'acronyme en anglais, mais qui s'appelle en français la prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes. Donc l'histoire, c'est qu'ils ont rassemblé des cas donc rares, mais il y avait quand même 60 cas dans le monde, donc c'est beaucoup pour ce genre d'études. Et donc c'est des enfants qui ont reçu le vaccin du BCG, et comme vous le savez, donc c'est une forme non virulente. Mais ces enfants, c'est 65 enfants, et je ne suis pas en train de faire une communication anti-vaccinale, mais ces enfants ont fait au point d'inoculation une infection au vaccin, donc une BCGite, et donc ils ont traité ces enfants comme des mycobactéries, sauf qu'ils ne répondaient pas au traitement, ce qui a fait que ça a alerté les gens. En premier lieu, évidemment, ils ont pensé à l'inobservance de la famille, parce qu'en tout bon médecin, on se dit que peut-être les patients ne prennent pas nos traitements, mais ce n'était pas la raison à la non-guérison de ces patients. Donc les enquêtes ont montré au niveau génétique qu'en fait, il y avait
cette voie de signalisation, donc toujours entre le macrophage et le lymphocyte T, où ici on l'appelle la voie IL-12-RBêta1. Je ne vais pas vous citer toutes les molécules qui interviennent, mais vous les avez sous les yeux. Et donc on avait pu montrer au niveau fonctionnel, et ça c'est le schéma à gauche, avec les patients en rouge ici, qui ont des niveaux d'expression d'interféron gamma qui sont beaucoup plus bas, voire vraiment extrêmement bas par rapport au contrôle que vous avez en noir ici. Donc il y a un défaut de production d'interféron gamma qui est le signal pour dire aux cellules les gars, il faut venir, c'est là que ça se passe. Donc même avec un traitement anti-mycobactériaux qui est bien pris, et bien en fait on ne peut pas se débarrasser de la mycobactérie parfois. Donc pour un cas sur 2 environ, il faut leur donner de l'interféron gamma pour pouvoir les traiter en plus du traitement antimycobactérien. Ça, c'est pour vous montrer que tous les gènes de la voie de signalisation interféron gamma IL-12-RBêta1 ont été étudiés et ont permis de découvrir des mutations. Vous ne voyez pas la figure à gauche, mais c'est pas grave. En gros, c'est le gène IL-12-RBêta1 et chaque petite barre ou petite annotation, c'est une mutation qui a été découverte chez un patient. Donc vous pouvez voir que quasiment sur tout le gène, il y a des mutations qui sont responsables de cette susceptibilité génétique. Et ici, je vous ai montré ce qui a été découvert, mais il y a encore des patients pour lesquels, tout comme pour la cryptococcose, on n'a pas encore toutes les réponses. Donc là, c'est une publication de l'année dernière qui est parue dans Science, qui a mis en évidence une mutation autosomique dominante dans un gène, toujours dans la voie interféron, IRF4, qui est pourvoyeuse d'une susceptibilité aux infections qui sont notées ici. La majorité avait une infection à pneumocystose. Ils avaient aussi parfois des infections virales sévères, 5 sur 7, et il y en a 2 qui ont fait une MSMD. Donc c'est une nouvelle découverte d'un autre facteur de susceptibilité génétique à la prédisposition aux infections mycobactériennes. Et donc ici, c'est pour vous montrer où est la mutation, etc. Et les arbres généalogiques de famille, donc c'est un cas par famille, et ce sont des études qui sont faites au niveau international, puisque pour avoir eu ces 7 cas, il faut aller chercher du monde. Ici, c'est pour vous montrer que, ok, la science, c'est bien, mais le but, c'est quoi? C'est de retourner au lit du malade. Et donc, comme on l'a montré sur le MSMD, l'intérêt, c'est qu'à la fin, pour les patients qu'on voit qu'on n'arrive pas à traiter, on peut leur donner une molécule supplémentaire qui fait qu'on arrive à les traiter. Ici, ce sont des exemples d'analyse en génétique. Alors, pour ce qui est de l'hépatite C, c'est has-been, parce qu'aujourd'hui, on a des super traitements. Mais avant les super traitements de l'hépatite C, ils utilisaient des marqueurs génétiques pour savoir si les patients allaient ou pas répondre au traitement qui n'était pas forcément très bien toléré, etc. Donc on peut utiliser la génétique pour de la prédiction. On peut utiliser la génétique aussi pour, comme ici par exemple, dans certains déficits immunitaires primitifs, quand on découvre des mutations de type par exemple STAT1, gain de fonction, en fait le traitement, il se trouve qu'il existe. Donc du coup, on peut pareil le donner aux patients. Et donc ça, c'est super. Il faut savoir que je ne vous cite pas les autres, si vous voulez, vous pourrez regarder l'article. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, on n'a pas ce retour pour l'instant encore au lit du patient et ça nécessite de pouvoir continuer les travaux de recherche. Donc, maladies avec un grand S, rares avec un grand S, qui sont toutes différentes. Il faut y penser parce que si on n'y pense pas, on ne trouve pas. Et ça commence par des enquêtes autour du cas. On peut aller après à des enquêtes familiales. Et puis on peut aller jusqu'à des enquêtes populationnelles, où là, le Covid, c'était une enquête populationnelle, par exemple. Les traitements, donc ça peut aboutir, comme je vous ai dit, à des traitements spécifiques. On peut aller parfois jusqu'à la greffe de moelle, quand on découvre un déficit immunitaire extrêmement sévère qui peut faire que le patient il est trop sujet à de nombreuses infections. La mutation est découverte tôt dans la vie, mais on peut aller jusqu'à la greffe de moelle. Et puis, ça peut amener à de la prévention, où, comme je vous ai montré, mais en fait, une mutation ou une variation génétique peut être responsable de plusieurs susceptibilités par rapport à l'environnement, des bactéries, des champignons ou d'autres choses. Et donc, du coup, ça peut amener à des mesures de prévention pour l'individu, pour sa famille si on découvre d'autres cas. Et puis, parfois, il y a peut-être des risques qui sont non infectieux, parce que je vous ai dit que les déficits immunitaires, ils n'étaient pas associés qu'à des infections. Et donc, c'est important dans ces situations parce que c'est une thématique où on ne peut pas réinventer la poudre, de se rapprocher des centres de référence. Et donc, en Guyane, on est en train de monter une équipe qui va se dédier à ça. Donc si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer des mails. Et puis je vous remercie de votre attention.